Bonjour, bienvenue dans notre cours ce matin. Nous allons voir la vision à long terme. Vision à long terme de la ville. De nouveau, nous avons le même exemple que précédemment, c'est la ville de Brazzaville. Nous allons commencer à comprendre entre orientation, action, action spécifique et vision long terme, comment tout cela s'articule pour faire un même tout cohérent. Les grands objectifs sur le temps long. Donc on est sur des orientations, on l'a vu précédemment, qui sont plutôt du moyen terme. On est sur des actions qui sont la déclinaison à court terme, finalement la mise en œuvre à court terme d'orientation. Et là on est vraiment sur un temps beaucoup plus long, mais toutes ces choses-là doivent être comme des poupées russes finalement. On doit pouvoir les emboîter les unes avec les autres pour être sûr qu'on ait une cohérence entre les actions qu'on mène à très court terme, les actions spécifiques que l'on peut mettre en œuvre dès demain, et puis pour que ces actions spécifiques qu'on met en œuvre dès demain participent à l'action à long terme qu'on aimerait voir pour la ville de Brazzaville. Bon. Donc on est aussi sur des temps politiques qui sont différents. Hein. Certaines fois c'est 4 ans, 5 ans à peu près, un mandat politique, ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais disons qu'il y a une sorte de cycle comme ça tous les 4 ans. Et puis les visions à long terme demandent beaucoup de cycles et donc des acteurs différents, des acteurs politiques qui viendront, qui seront différents, mais il faut qu'on puisse faire perdurer l'action à long terme comme ça, au-delà finalement des clivages politiques. À l'inverse, il faut que le politique, l'élu, le député, le maire, toutes les configurations sont possibles. On ne va pas entrer dans le détail des différentes configurations nationales en fonction des pays, mais il faut que toutes les actions à très court terme qu'on mène, hein, puisqu'on fait de la politique pour gérer le quotidien aussi, et ces actions-là doivent s'inscrire dans une action à beaucoup plus long terme. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y ait pas à la fois d'un côté les grandes visions et puis qu'on fasse strictement, exactement le contraire au quotidien. Donc la grande difficulté est de pouvoir véritablement intégrer, articuler toutes ces visions les unes avec les autres. Alors si l'on prend la première grande vision pour la ville de Brazzaville, Brazzaville la verte. C'est un vieux slogan qui existait il y a très longtemps, qui est tombé en désuétude, qui finalement n'était plus à la mode. Et aujourd'hui, on se rend compte que le slogan existe, qu'il fonctionne et qu'il signifie et correspond à quelque chose. On a tout de suite l'image quand on dit Brazzaville la verte. On voit les images d'une ville verte, donc d'une ville de l'environnement, donc d'une ville où la végétation est très présente, où on traite de ces questions-là. Ça sonne comme un programme, et c'est un logo merveilleux, c'est un programme déjà tout fait, Brazzaville la verte, et ça on peut l'utiliser à la fois pour valoriser et vendre son action, mais à la fois comme stratégie à très long terme. C'est le but à atteindre. Autre but à atteindre, une densification de la ville. On se rend compte aujourd'hui que la densification est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'hyper-densification, attention, surtout pas, mais on a besoin d'une densification. Dans le cas qui nous intéresse, Brazzaville, on va passer grosso modo de 2 millions à 4 millions d'habitants à l'horizon 2035. C'est demain. Donc on va doubler la population de Brazzaville. Et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant parce que ça veut dire que si l'on continue à faire avec la densité moyenne qu'on a aujourd'hui, on va doubler la surface urbaine de cette ville. Et nous pouvons l'illustrer ici avec une surface aujourd'hui existante et grosso modo l'équivalent de cette surface qu'on peut mettre dans une autre couleur pour faire moins peur, pour ne pas voir que du rouge à la fin, mais ça veut dire que on va tout d'un coup avoir un impact énorme. Et regardez ici, si je commence à doubler, ça veut dire que je vais me retrouver dans des zones qui sont à peu près comme ceci. Donc c'est aujourd'hui des zones qui sont extrêmement lointaines. Quand on est dans les villes, on se rend compte que ces zones sont dans la périphérie de la périphérie, très très lointaines, qu'il faut 1 heure, 2 heures pour y aller. Et puis, si on ne fait rien, si on fait que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire laisser faire, ou les quelques programmes qu'on a mis en œuvre, si on fait rien de particulier, si on ne met pas en place
des politiques particulières, eh bien on va se trouver dans la situation où le doublement de la ville va correspondre à un doublement de la superficie. Alors, on peut même en plus ajouter que c'est extrêmement difficile parce qu'on a une tendance à utiliser beaucoup plus de surface. Pourquoi? Parce que la structure familiale se modifie et on trouve de plus en plus de familles qui ne vivent pas toutes sous le même toit, c'est-à-dire qu'on n'a pas 3 ou 4 générations parfois même. Quand il reste une arrière-arrière-grand-mère, on n'a plus les générations qui vivent sous le même toit, on a bel et bien des générations qui vivent de manière indépendante. Alors on a peut-être des superficies qui sont moins grandes, mais le besoin en parcelles individuelles, le besoin en appartements est plus grand. Imaginez une parcelle, un ensemble, une concession pour une famille, et si vous avez 3 générations, il y aura plus une parcelle, mais 3 parcelles qu'il faudra mettre à disposition. Et les structures de mariage changent aussi, donc on a des gens qui sont célibataires, qui veulent aussi leur propre indépendance, donc plus de parcelles aussi, et si on ne fait rien, si on ne modifie pas les politiques, si on ne trouve pas des solutions, même pour cette même population dans les 20 prochaines années, avec la transformation de la structure familiale et donc la transformation de la structure sociale, on va arriver à un besoin en superficie qui sera plus grand que le besoin qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Donc imaginez déjà les problèmes actuels, quand on fait le bilan d'un certain nombre de villes et qu'on voit les problèmes que l'on n'arrive pas à régler, et vous vous dites que ces problèmes, on va juste les doubler et les mettre sur une superficie qui sera plus grande. Donc ça prouve bien qu'on sera obligé à un moment ou à un autre de faire quelque chose pour la densification. Coordination urbanisme-transport, là aussi, c'est quelque chose d'assez évident, mais on va plutôt essayer d'utiliser les transports sur des parcelles ou proches de parcelles où il y a un nombre important d'habitants. Donc soit c'est de toute façon le transport public, il va s'installer là où les gens habitent, parce que s'il n'y a pas de clients, finalement il n'y aura pas de transport public, mais il faut aussi qu'il passe à proximité ou que les lignes passent à proximité de potentiels importants d'emploi et d'habitat. Si vous passez dans des zones non edificandi avec vos transports publics, ça ne sert strictement à rien. Si vous allez dans des vastes zones villas où les parcelles sont à 400, 600, 800 mètres carrés, ça ne sert strictement à rien puisque vous n'aurez pas le potentiel nécessaire pour remplir vos bus, vos trams ou vos trains. Donc il faut de la densité pour que le transport public fonctionne, mais il faut aussi des réserves parce qu'autrement, on ne fait que répondre à la demande actuelle, mais on ne prévoit pas la demande future. Donc il faut avoir les deux choses en tête et c'est extrêmement important. Enfin, à long terme, il y a aussi une gouvernance qui doit être mise à jour. Donc le but n'est pas de tout simplifier, mais le but est de comprendre comment ça fonctionne et de voir quels seraient les mécanismes qui permettraient d'être plus efficaces. Et là, je pense que quel que soit le pays, quelle que soit la ville, il y a un champ d'investigation qui est énorme et un travail énorme peut encore être fait sur ces différentes choses. Pour finir, sur ces quelques éléments à très long terme, il faut des réserves foncières, il faut le contrôle du foncier par les collectivités publiques, par la ville, par le ministère. Ça, c'est une autre discussion, mais que l'État ou les collectivités publiques aient en main le foncier. Et il faut recréer des réserves foncières, qu'on puisse avoir à disposition un certain nombre de réserves qui permettent, ça et là, de créer des équipements ou d'influencer un peu sur le devenir de tel ou tel quartier. Voilà. Après les indépendances, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, c'était très facile puisque tout le foncier appartenait à l'État. Donc c'était très facile de gérer. Vous preniez, vous disiez « Ah, ça c'est à l'État ». Les choses se sont complexifiées les 50 dernières années pour arriver dans des solutions et dans certaines villes à des contextes qui sont quasiment inextricables. Donc il faudra réimaginer une sortie de cette problématique foncière à un moment donné et voir comment ce qu'on peut faire parce que c'est un des principaux freins au développement urbain aujourd'hui. La question foncière, elle est fondamentale, bien sûr. Et derrière cette question foncière, c'est la question de la réserve et de la réserve foncière aux mains des collectivités publiques qui permet d'avoir comme ça un levier pour l'action et de pouvoir programmer un certain nombre d'équipements sans devoir négocier à chaque fois pendant des mois, voire des années pour
essayer de faire de la planification urbaine. C'est fondamental, mais c'est des objectifs à très long terme qui demandent à la fois de la réflexion, qui demandent du courage politique, ça c'est très clair, et donc c'est pour ça que ça ne peut être qu'à long terme qu'on va mettre ça en place. Après cette vision à long terme, nous allons voir maintenant l'estimation des surfaces nécessaires. D'accord ? Donc on n'est pas sur du qualitatif exclusivement où on a compris les mécanismes et on se dit qu'il faudrait faire telle et telle chose, un peu plus à l'est, un peu plus au sud. On doit à un moment quantifier les choses et on doit donner des chiffres, même s'ils sont imprécis, même si on n'est pas sûr du chiffre de la population, puisque le recensement était ancien et qu'ensuite on a fait une estimation. Mais tous ces chiffres, même s'ils ont un fort pourcentage de probabilité de ne pas être tout à fait justes, ils ne seront pas tout à fait faux non plus. Au-delà de la boutade, on est obligé à un moment donné de quantifier, donc d'utiliser les chiffres à disposition. Voilà. Et certaines fois, les erreurs vont s'additionner, d'autres fois, elles vont finalement se neutraliser. Et c'est comme ça que ça permet de donner des estimations, de savoir dans quelle dizaine on se trouve finalement, et de pouvoir commencer à quantifier et à voir ce qu'on est en train de faire. Pour cela, on va prendre l'exemple pas après pas d'une estimation de la surface nécessaire. Alors, comment on fait ? On fait un tableau où on va simplement, tout naturellement, mettre quelque part ici les types de zones. On aura les hectares et puis une densité moyenne actuelle. Ça, c'est, je dirais, le diagnostic qui nous le donne. Donc, on peut prendre une zone, par exemple, de centre-ville ici, et puis on aura une zone à densifier, une autre zone à densifier fortement. Donc ça, c'est basé sur les différentes typologies qu'on peut faire. Et puis on aura peut-être une zone de quartier précaire et une autre zone. Bon. Voilà. Donc ces différentes zones, c'est basé sur la typologie et sur des espaces spatiaux qui sont homogènes. Voilà. Donc il peut y avoir 3 zones dans votre ville, comme il peut y en avoir 25, ça c'est pas important. Et ce qu'on va faire, on va commencer à mettre des chiffres plus ou moins précis. Alors maintenant, les logiciels, tous les outils permettent très facilement de calculer des superficies. Et puis, on a ainsi, comme ça, un total. Alors, j'ai mis des chiffres un peu au hasard. Disons qu'on a un total ici de 22 000, qui est le nombre d'hectares de l'ensemble de la ville. Et ce nombre d'hectares, qui est la tâche urbaine, vous pouvez le diviser entre ces différentes typologies, ces différentes zones. Voilà, ça c'est le premier travail. Ensuite, on va coller une densité moyenne qu'on peut calculer par estimation, et on va dire, par exemple, que c'est 120 ici, on a peut-être 200 là, on aura 80 ici, on aura peut-être 200 ici dans les quartiers précaires, et puis on aura 65 ici. Bon, c'est une densité moyenne, donc les hectares et la densité nous donnent ensuite une population ici, avec le total de la population, et dans le cas qui nous intéressait à Abidjan, on était à peu près à 1 955 000 habitants. Voilà. Donc je ne vais pas faire les calculs précis, c'est pas le but, simplement que on arrive comme ça, avec des typologies, à spatialiser les différents quartiers qui doivent être homogènes et à compter les hectares. En leur mettant une densité moyenne, on a une population par type de quartier, et le chiffre qu'on doit avoir absolument, au final, c'est le chiffre de la population qu'on a calculé avec le recensement, et le chiffre du nombre d'hectares est ici basé sur la tâche urbaine, donc une photo aérienne ou photo satellite relativement récente. Donc on peut faire des allers-retours. C'est dans cette colonne-là que, je dirais, les disparités où la marge d'erreur pourrait être la plus grande, mais grosso modo, on a comme ça une vision de la ville qui se dessine. Ensuite, on va mettre ce qu'on appellera une densité additionnelle.
Voilà. Densité additionnelle, c'est on décide à un moment donné que l'on souhaiterait pour le centre-ville mettre 10 habitants à l'hectare en plus, que pour les zones fortement densifiées, on va peut-être être à 5 uniquement, que les zones où on peut faire une forte densification, il faudrait qu'on densifie de 100, que dans les quartiers précaires, on va dédensifier, comme c'est souvent le cas dans ces programmes de restructuration des quartiers précaires. Et là, par exemple, on va passer de 65 à 10 de plus. Pourquoi? Parce que c'est des quartiers très très lointains et que la densification se fait au fur et à mesure. Donc ensuite, on a cette densité additionnelle qui est une densité qu'on a choisie finalement, mais il faut être réaliste, hein, pour passer de 120 à 130 dans un centre-ville, ça demande déjà des programmes relativement ambitieux pour pouvoir augmenter la densité de population sur 268 hectares ici. Pour mettre 10 personnes en plus à l'hectare, c'est extrêmement ambitieux dans un centre-ville qui est totalement urbanisé. Donc le chiffre de 10 peut paraître très petit, mais en fait, il est très ambitieux. Même chose quand on a une densité de 205, une densité de quartier populaire, il faudra trouver la possibilité de densifier un peu plus, mais 5, ce sera le maximum, voire on pourrait dire pourquoi on ne mettrait pas 0 ou 1 ou 2. Finalement, l'enjeu ne sera pas du tout sur ce quartier-là. Densité forte, l'enjeu, il est, on le voit ici, et les quartiers précaires vont se dédensifier, donc ça veut dire qu'il y a une population qui habitait, qui n'habitera plus, donc il faudra trouver ailleurs de quoi les loger. Alors, si on reprend ensuite, on a une population additionnelle ici. Forcément, comme on l'a vu, hein, on a une nouvelle densité, donc on aura le nombre d'hectares fois l'addition, la population additionnelle, pardon, et là on va avoir par exemple 2680, on aura, je ne sais pas, 10 000 en plus, et puis ici on aura 200 000 en plus peut-être, et voilà, on aura comme ça une population additionnelle avec un total ici très important, que dans le cas de Brazza, on peut dire, bon, c'est peut-être 600 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que dans la tâche urbaine globale aujourd'hui, on peut encore mettre 600 000 personnes. Donc on va passer de 2 millions à 4 millions, et dans ces 4 millions, il y a 600 000 personnes. Il faut bien sûr enlever, ici on a toujours un moins quelque chose. Dans ces 2 millions de personnes, il y a 600 000 personnes qu'on peut caser, donc il faut encore trouver de la place pour 1 400 000 personnes, grosso modo. Et puis, donc on a une densité, pour terminer notre tableau, mais les chiffres sont posés maintenant, densité 2035, donc c'est cette densité ici, plus celle-là, donc on est à 130 ici. On sera à 205 plus 5, 210, on sera à 180, on sera à 150 ici, et on sera à 65 plus 10, 75 en 2035, ce qui nous donne une population estimée ici en 2035. On fait exactement le même calcul que précédemment. On a une densité de population. On peut ainsi, avec la population ici, qui est la 2016, plus la population additionnelle ici, et ça nous donne ensuite là le total. Et on descend jusqu'au grand total, et on a comme ça, normalement, la population qui sera en 2035 ici, dans la tâche urbaine de 2016. Voilà. Donc c'est un chiffre qui est théorique, qui n'existe nulle part, si ce n'est dans ce tableau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle les grands projets immobiliers, et on aura le projet 1, projet 2, projet 3. Voilà. Et ces projets-là, ils ont un impact en hectares, et puis ils ont un impact en nombre de logements, et puis ils ont un nombre moyen de personnes par ménage, c'est la taille du ménage. Par exemple, il peut être de 5 ou de 6 ou de 7.
voilà, en fonction des pays, et donc on a une population additionnelle ici. Voilà. Si je dis que je vais mettre 1000 logements fois 5 personnes dans le logement, en moyenne, j'aurai une population additionnelle de 5000. Si je dis que je vais construire 30 000 logements avec 6 personnes, j'aurai 180 000 personnes en plus. Voilà. Et ensuite, on fait l'addition de tous ces gens qui seront en plus, et on va dire, par exemple, on a 350 000 personnes qui seraient susceptibles d'aller dans les grands projets. Il faut aussi savoir qu'il y aura un impact en hectares, et on aura ici le total de, je ne sais pas, 2000 hectares qu'il faudra, ou 2900, ou 3000, ou 4000, faites ce que vous voulez, mais c'est l'addition de tous les hectares nécessaires. Bon, on peut toujours calculer rapidement la densité, si on est dense ou pas dense. Quoi qu'il en soit, c'est des programmes qui existent, et on a cette population additionnelle. Donc on avait une population additionnelle dans la tâche urbaine 2016, on a maintenant une population additionnelle dans ce qui est des grands projets, mais cette population additionnelle aura cette fois-ci un impact sur le nombre d'hectares, alors que précédemment, le nombre d'hectares n'était pas modifié puisque c'était celui de 2016. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va estimer la population à loger dans les zones qui seront des zones d'extension. Voilà, on verra ce qu'il faudra finalement pour loger les gens qui n'habiteront pas dans les zones déjà bâties aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on fait? On prend l'estimation 2035, on prend la population 2016, donc on a ici par exemple 4 millions, la population 2016 on est à 2 millions, voilà, donc il faudra loger 2 millions. Il faudra ici, dans les quartiers précaires, loger à peu près, je ne sais pas moi, disons 500 000. Donc ça c'est moins 2 millions, il restera 2 millions plus 500 000. La densification zone urbaine, donc nous avons fait le calcul tout à l'heure, il y avait environ 600 000 personnes qui pouvaient être logées. Et puis ensuite, les grands projets, et on voit qu'on a par exemple 350 000 ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a 500 000 à loger, 600 000 qu'on peut déjà prendre ici dans les zones urbaines. Donc on a 100 000 personnes, et on a sur les grands projets 350 plus 100 000, 450 000 personnes. Donc on a sur 2 millions 450 000 personnes qu'on a la possibilité de loger, et ce qui veut dire qu'on doit trouver à peu près 1 500 000. Vous voyez que expressément, j'arrondis, je mets plus ou moins 200 000, 300 000, mais c'est les ordres de grandeur que l'on veut. Hein, on n'est pas totalement sûr de ce chiffre-là ni de ce chiffre-là. Mais ce que je veux savoir ici, c'est que sur ma population additionnelle qui est de fait de 2 millions, plus les quartiers précaires, donc on doit loger 2 millions. Donc voilà, on sait que grosso modo, on doit caser 1 500 000 personnes. Et ce 1 500 000 personnes, on aura un besoin en hectares. Donc on a une population à caser, et puis on a ici une densité, et on peut trouver le nombre d'hectares. Alors cette densité, on pourrait la diviser en une densité par exemple de 100 sur tel quartier, et puis de 150 sur tel autre, et ça nous donne à chaque fois des chiffres différenciés. Bien sûr, on doit donner les pourcentages ici, disons que c'est 50%, 50%. Ces pourcentages-là différenciés, forcément, la somme totale de ceci plus cela doit nous donner exactement la même somme que notre nombre d'hectares. Voilà. Mais on peut toujours avoir une densité
brut, et puis on a très rapidement le nombre d'hectares. Ensuite, on peut dire ça, il y a tant de autoconstruit, il y a tant de planifié, tant dans telle zone. Simplement que vous devez répartir un 100% qui sera ici dans ces différentes catégories, et ça vous donnera le nombre d'hectares par la suite. Ensuite, que va-t-on faire? On va faire la proposition pour le SDU. Et comment va-t-on faire? À nouveau, on va décliner un certain nombre de choses. On s'est basé que sur les questions de logement. On ne s'est pas basé sur les questions de grands équipements. Alors dans les questions de logement en général, sur les densités brutes, on prend en compte forcément les petits équipements, mais après on a dans notre schéma directeur une idée de faire des grands pôles urbains avec des équipements spécifiques. Ces équipements-là, il faudra aussi voir ce qu'ils coûtent en termes d'hectares, et puis on peut ensuite additionner tous ces différents coûts pour trouver finalement l'assiette foncière nécessaire à l'horizon 2035. Donc, on a les zones existantes, les zones à urbaniser, et puis ensuite, on a le pôle 1, le pôle 2, etc., etc. Zone existante, X, voilà. Donc on additionne ces différentes choses et on va dire, par exemple, on a besoin de 15 000 nouveaux hectares, voilà, qu'il faudra trouver. Alors on peut aussi mettre une petite réserve ici, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut créer des réserves foncières, donc on rajoute peut-être une réserve aussi, comme ça on est un petit peu plus juste, mais ça veut dire que vous pouvez regarder, effectivement, c'est l'impact spatial de votre plan. Donc on a vu à long terme, à la fois les questions, je dirais, thématiques, les questions de fond, et à la fois le calcul, qui est un calcul bête et méchant, comme on dit, qui est très simple. On peut bien sûr le complexifier, on peut bien sûr faire toute une série de choses beaucoup plus précises, mais l'idée dans la méthode que je viens de vous donner, c'est d'avoir une première approximation et de pouvoir comme ça très facilement et très rapidement voir à peu près dans quel domaine, à quel niveau on se situe. Voilà. On s'arrête là pour cette vision à long terme. On se retrouve pour avancer dans notre schéma encore plus dans le cours suivant.